Apnée du sommeil, un problème qui touche des gens qui, après une belle et ce qui devrait être une belle et longue nuit de sommeil, se réveillent presque aussi fatigués qu'ils ne l'étaient la veille lorsqu'ils se sont couchés. Or, il y a des chercheurs américains et canadiens qui attendent le feu vert de l'Agence américaine des médicaments, la FDA, pour commencer une étude sur le développement d'un implant. C'est une prothèse qui vise surtout les patients qui ont essayé d'utiliser l'appareil de ventilation qu'on utilise normalement là, pour s'aider la nuit lorsqu'on dort et qu'on souffre d'apnée du sommeil, mais pour lesquels donc cet appareil ne fonctionne pas, il n'est pas suffisamment efficace ou mal toléré. Avec moi, le docteur Frédéric Serriès, pneumologue de l'Institut de cardiologie de pneumologie de Québec, qui devrait compter parmi les centres recrutés pour évaluer l'efficacité de cette nouvelle technologie. Bonjour, docteur Serriès. Super Mathieu, bonjour. Alors, l'apnée du sommeil, la plupart du temps, pour les gens, en tout cas, qui en souffrent, on utilise un appareil qui nous souffle de l'air dans les voies respiratoires pour mieux dormir, mais ça fonctionne pas pour tout le monde. En fait, il faut replacer les choses en perspective. C'est un des traitements possibles de l'apnée du sommeil. L'apnée du sommeil, on doit la traiter absolument dans les formes sévères. Il y a des personnes qui ne nécessitent pas ce genre de traitement. L'avantage du traitement dont on parle, c'est-à-dire la pression positive continue, c'est qu'on sait que c'est un traitement qui va marcher toujours. Mécaniquement parlant, c'est sûr que ça marche toujours. La tolérance, par contre, n'est pas toujours au rendez-vous. Il y a des gens qui ne le tolèrent pas. Il y a des personnes qui arrivent à le prendre seulement de manière occasionnelle et à ce moment-là, ça réduit l'efficacité. Ceci étant, on a en 2014 aussi d'autres traitements qui sont à disposition, comme ce qui se développe beaucoup actuellement, c'est des traitements avec des appareils dentaires, ce qu'on appelle des orthèses d'avancement mandibulaire. À ce moment-là, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de tuyau, il n'y a pas de compresseur, c'est des petits appareils qui se met en bouche, qui va modifier la position de la mâchoire. Donc les gens mettent en bouche le soir, retirent le matin, et c'est beaucoup plus confortable que le traitement avec le compresseur et facile d'utilisation. Par contre, le résultat n'est pas garanti. C'est pour ça qu'il y a besoin de développer d'autres traitements. Je pense qu'il n'y a personne qui conçoit que les nouveaux traitements, comme le traitement avec les stimulateurs, vont remplacer le traitement avec la pression positive continue ou l'orthèse, mais ça permet d'avoir d'autres outils qu'on peut proposer, ou qu'on pourrait éventuellement proposer à nos patients. Et qui fonctionneraient peut-être pour des patients dont les autres solutions essayées n'ont pas été aussi efficaces. Oui, tout à fait, parce que actuellement, écoutez, il y a plusieurs compagnies qui font ce genre de développement-là. J'en connais 3. Il y a une étude qui a déjà été publiée donc en 2014 dans New England Journal of Medicine sur un de ces appareils avec un recul de 1 an qui démontrait une certaine efficacité avec des bons résultats chez 66% des gens. Par contre, c'était une population qui était très sélectionnée. On peut définitivement pas en faire une généralité actuellement. Donc c'est pour ça qu'il y a besoin de développer d'autres types de traitements, puis chaque compagnie a ses spécificités en termes d'efficacité. Bon, l'implant dont on parle, comment ça fonctionne? Alors, en principe, c'est très simple. En fait, il y a une technique chirurgicale initiale pour aller isoler un nerf qu'on a au niveau du cou qui s'appelle le nerf hypoglosse qui innerve le muscle de la langue. Et donc cet électrode-là est relié à un pacemaker, comme le même pacemaker qu'on a pour stimuler le cœur à l'occasion. Et la différence, c'est que le pacemaker va stimuler donc la langue, le muscle de la langue, et en le stimulant, va ouvrir les tissus de la gorge, donc prévenir l'obstruction au niveau des tissus de la gorge. Donc c'est quand même une technique quand même relativement plus invasive que ce qu'on a comme traitement actuel. Par contre, une fois que l'implant est fait, écoutez, théoriquement, si ça marche, ça pourrait être un traitement définitif. Il reste là, quoi. Il resterait là. Absolument. Oui. Ouais. Comment l'Institut de cardiologie de Québec et de pneumologie de Québec est impliqué précisément dans le projet? Pour le moment, écoutez, il n'y a aucun centre qui soit impliqué parce que c'est un projet qui est en devenir. La compagnie des États-Unis qui commercialise cet appareil spécifique-là, parce que comme je l'aurais dit, chaque marque a sa spécificité. Donc cet appareil-là, le projet qui devrait se faire est actuellement soumis au FDA pour approbation avant la réalisation. Et donc il n'y a aucun centre qui ait pu commencer quoi que ce soit. Et si le projet est approuvé et se fait, à ce moment-là, on serait un des centres canadiens à participer à ce projet-là. Faut aussi dire, bon, ça c'est une option. Il y a aussi d'autres options. Vous savez qu'ici à l'Institut, on est quand même très impliqué en
en recherche et développement dans tous nos axes principaux qui sont la pneumologie, la cardiologie ou l'obésité métabolisme. Et en termes de traitement de l'apnée du sommeil, nous on développe aussi d'autres traitements comme des traitements de rééducation musculaire. Puis ça, c'est des traitements qui sont actuellement en cours que moi j'ai développé dans mes programmes de recherche. Qu'est-ce que c'est la rééducation musculaire? En fait, le principe, c'est d'améliorer la coordination de la contraction des muscles au niveau de la gorge. Et on a actuellement des résultats qui sont préliminaires, mais assez intéressants, avec des manipulations, simplement des efforts qu'on demande aux gens de faire 1 heure par jour, 7 jours de suite. Et on a des résultats après juste 1 semaine de traitement où chez 50% des gens, on a une réduction qui est significative au niveau de la fréquence des anomalies respiratoires. Donc c'est des exercices musculaires, est-ce qu'on peut dire ça, oui? Oui, mais très simple. On demande juste aux gens de pousser sur une petite résistance, mais sauf que c'est la coordination qui est importante. Donc il faut que ça se fasse à des moments très précis, pour une durée très précise, et c'est ça qui est probablement l'élément qui peut être responsable de l'amélioration qu'on observe. Qui souffre d'apnée du sommeil? Pourquoi? Est-ce qu'il y a des gens qui sont plus susceptibles que d'autres de le développer? Est-ce que c'est des mauvaises habitudes respiratoires? Je sais que la corpulence peut être un facteur, là, mais à part ça... Tout à fait. Vous avez raison. En fait, si je reprends, écoutez, ici, la clinique du sommeil existe depuis 30 ans. Puis si je vois ce qu'on avait comme modèle, la clinique du sommeil il y a 30 ans, c'était le modèle de Monsieur Hitchcock. Vous avez tous en mémoire le profil de Monsieur Hitchcock, avec le monsieur de la 50-60aine, avec une obésité importante, une circonférence du cou très élevée. Donc ça, c'est le modèle caractéristique. Mais je veux vous dire, actuellement, là, on voit des sujets jeunes, on voit beaucoup plus de femmes qu'on en voyait avant, on voit des sujets qui n'ont pas d'excès de poids et qui ont de manière claire et précise de l'apnée du sommeil. Donc, faut sortir des sentiers battus, des stéréotypes avec l'apnée du sommeil, c'est une maladie de l'homme de la soixantaine. C'est plus vrai. Parce qu'on a beaucoup plus de facilité à faire les diagnostics actuellement. Je dirais 75% de nos diagnostics, on les fait hors laboratoire, donc sur un mode ambulatoire. Ça a facilité beaucoup de faire un diagnostic plus tôt et plus précis. Et donc on fait un diagnostic beaucoup plus aisément qu'il y a une trentaine d'années. C'est pour ça d'ailleurs qu'on avait développé, nous, on a réalisé avec la chaire de transfert de connaissances ici de l'ICPQ un documentaire qui est pour le grand public, qui s'appelle Mieux connaître et mieux vivre l'apnée du sommeil, qui est fait pour les gens en général et les médecins de première ligne, pour qu'ils s'apprennent à reconnaître quels sont les symptômes, parce que plus tôt on va documenter, plus tôt on va faire le diagnostic, plus tôt on va traiter. Puis c'est des gens qui vivent avec ces problèmes-là de manière chronique sur parfois des années, mais ils ne savent pas pourquoi. Mais la cause, là, si elle n'est pas que physique, là, vous parlez du modèle d'Hitchcock, là, puis qu'il faut sortir un peu presque de ce cliché-là, de ce stéréotype-là. En tout cas, est-ce que ce sont des gens qui ont les voies respiratoires, le cou, la gorge, je sais pas, formés différemment, moins bien formés? Est-ce qu'on peut identifier la source du problème? Souvent, on n'est pas capable d'identifier où se fait l'obstruction, parce que l'obstruction, elle se fait la nuit, et quand on examine les personnes le jour, il n'y a absolument pas de prédicteur pour pouvoir dire oui, c'est là où se fait l'obstruction. Et c'est pour ça que tout le diagnostic de l'apnée du sommeil doit toujours se faire avec des enregistrements qu'on fait la nuit, le plus souvent, comme je disais, à domicile, pour identifier est-ce qu'il y a des baisses de respiration, est-ce qu'il y a des arrêts respiratoires, est-ce qu'il y a des manques d'oxygène, et c'est sur ces tests-là. Mais l'examen le jour peut nous donner des indications. Dans certains cas, oui, on va voir des anomalies au niveau du nez, de la gorge qui sont manifestes, et on va référer ces patients-là à nos collègues chirurgiens pour une chirurgie éventuelle. Mais la plupart du temps, on n'est pas capable d'identifier l'anomalie, parce que, par définition, c'est de l'apnée du sommeil, et à l'éveil, l'activité de vos muscles au niveau de la gorge fait que ça vous protège. Ah oui. OK. Et pour l'implant dont on parle, là, puisque la nouvelle, c'est qu'on attend toujours le feu vert des autorités américaines et canadiennes pour le développement, l'utilisation de cet implant. À Québec, à partir de quand vous pensez qu'on pourrait commencer à l'utiliser? Écoutez, moi j'attendais des nouvelles à l'été. L'été se termine, j'ai toujours pas de nouvelles, fait que je croise les doigts pour que ça puisse se faire le plus tôt possible. C'est sûr que cet implant-là, on est dans un projet de recherche, donc il y aura toujours des critères d'inclusion qui seront imposés par le projet. Ça ne sera pas admissible pour n'importe qui. Il y aura des exigences de la part du projet au niveau des visites, etc., etc. Donc il y aura forcément une sélection qui aura à faire. Merci, M. Sériès. Ça me fait plaisir. Frédéric, bonne journée à vous. Frédéric Sériès, pneumologue à l'Institut de cardiologie et de pneumologie de Québec.